Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donner des petites définitions de base relativement à la trigonométrie dans les triangles rectangles. Alors, c'est dans le fond le début de notre chapitre de trigonométrie de 5e secondaire et on va rappeler des petites notions de 4e secondaire qui sont des notions quand même très importantes à avoir en tête pour la suite. Alors, d'abord, les rapports trigonométriques, vous les avez déjà rencontrés dans les triangles rectangles. Donc, on va recommencer avec les triangles rectangles. Donc, soit un triangle rectangle en B, ça veut dire que le sommet B est le sommet de l'angle droit. Rappel, les angles au sommet A et C, ici et là, on va dire qu'ils sont complémentaires, car la somme de leurs mesures est de 90 degrés. Alors, pour aller définir mes rapports trigonométriques, sinus, cosinus et tangente, on a les sommets qu'on a appelés A, B et C avec des lettres majuscules parce qu'en géométrie, les noms de points sont en lettres majuscules, tandis que les mesures de côté sont plutôt en lettres minuscules. Ça, c'est une convention. Alors, le sommet A, son côté opposé, c'est le segment BC. Alors, on va dire que sa mesure est petit a, parce qu'il est opposé au sommet de l'angle A. L'hypoténuse CA, c'est le côté opposé à l'angle droit, au sommet de l'angle droit, donc on va dire qu'il mesure petit b. Et le segment AB, c'est le segment opposé au sommet C, donc on écrit que sa mesure est petit c. Donc, les trois rapports trigonométriques de base, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de définitions. On les a définis comme tels, OK? Alors, le sinus, par définition, au sommet C, le sinus, c'est le rapport entre le côté opposé au sommet C et l'hypoténuse. Alors, ça va être le rapport C sur B. Le cosinus au sommet C, c'est le côté adjacent au sommet C, évidemment, celui qui n'est pas l'hypoténuse, donc une des cathètes adjacentes au sommet C, sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, ici, ça va être petit a sur petit b. Et la tangente au sommet C, ici, c'est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Donc, ça va être C sur A. Bon, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'il s'agit de définition. Okay? C'est rien d'autre qu'une définition, parce que dans le fond, ces rapports-là, on aurait pu carrément décider de les écrire à l'envers, comme pourquoi on dit que c'est opposé sur hypoténuse, adjacent sur hypoténuse, ben c'est une définition. On va voir pourquoi éventuellement c'est commode d'avoir ça comme ça, mais les rapports inverses existent. Alors, les trois rapports inverses, vous ne les avez pas vraiment rencontrés l'année dernière en 4e secondaire, mais on va vous les présenter maintenant parce qu'éventuellement, ça va être des choses qui vont commencer à retenir notre attention. Alors, les trois rapports trigonométriques inverses, d'abord, il y a la coséquente au sommet C. Et par définition, ce que c'est qu'une coséquente, c'est le rapport inverse du sinus. Donc, on va dire 1 sur sinus de C. Et qu'est-ce que c'est que le rapport inverse du sinus? Ben, je m'emmène ici en haut. Le rapport inverse du sinus, ça va être hypoténuse sur opposé. Donc, B sur C. En dessous, j'ai écrit une notation équivalente parce que cosec, c'est la notation qui est propre aux ouvrages francophones. Par contre, si vous référez à des ouvrages anglophones, ce n'est pas cosec qu'on lit. On lit plutôt CSC pour coséquente. Bien entendu, du même argument de l'angle au sommet C. Donc, il faut le savoir, dans le fond, c'est juste, c'est la même chose, c'est juste que dans les littératures anglophones, on lit CSC. La séquente au sommet C, qu'est-ce que c'est que la séquente au sommet C? C'est le rapport inverse du cosinus, cette fois-ci. Alors, le rapport inverse du cosinus, je m'en vais en haut, ce n'est pas le côté adjacent sur l'hypoténuse, ça va être l'hypoténuse, pardon. Wouh! C'était inattendu, ça. C'est l'hypoténuse B sur le côté adjacent A.
Excusez-moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai touché un bouton sans m'en rendre compte. Bon, il n'y a pas de notation équivalente pour les livres en anglais. Qu'on soit en français ou en anglais, la séquente, on écrit SEC. Et le troisième rapport inverse, qui est la cotangente, ben, la cotangente, dans le fond, c'est le rapport inverse de la tangente. Alors, on écrit 1 sur tangente du même angle, et évidemment, ben, ça ne sera pas le côté opposé sur le côté adjacent, ça va être l'inverse. Le côté adjacent sur le côté opposé. Et dans les ouvrages anglophones, dans la littérature anglaise, on ne lit pas cotane. Ce qu'on lit, c'est cote. Alors, cote, évidemment, du même angle. Je voudrais juste faire une petite attention ici parce qu'on a souvent, on voit souvent les erreurs suivantes. Alors, attention, je vais l'écrire, je vais le formuler sous la forme d'un attention ici. Ça vaut la peine de se faire une petite mise en garde à l'occasion. Quand on dit, admettons, là, je vais me prendre ici le coséquente qui est ici. Okay? Donc, quand on dit que la coséquente, c'est l'inverse du rapport sinus, okay? On voit que, oui, c'est le rapport inverse, mais ce n'est pas l'angle inverse. Okay? Souvent, les gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés ou qui vont trop vite, des fois, ils inversent l'angle. Okay? Donc, autrement dit, c'est exactement, l'angle ne change pas. Ce n'est que le rapport qui change. Ici, même chose avec la séquente. C'est l'inverse du rapport cos, mais du même angle. OK? Alors, je vais écrire sous la forme d'un attention ici. OK? On inverse les rapports, mais pas les angles. OK? Ça doit être exactement les mêmes angles. Je fais cette remarque-là parce que je le sais, historiquement, en tant qu'enseignant de 5e secondaire depuis 15 ans, j'ai vu souvent cette erreur-là et vraiment, il ne faut pas tomber dans le piège. On inverse juste le rapport, on n'inverse jamais l'angle. Okay? Ça, c'est bien important. Bon, petit encadré ici, en bas, se réfère à ce qu'on avait vu, ou ce qu'on va voir, pardon, qui est une nouvelle définition pour le rapport tangente. Alors, je vais juste monter d'une page ici, je m'en vais à la page 1, parce que je voudrais vous présenter une nouvelle définition pour le rapport tangente. Bon, on a vu tantôt que le tangente, c'était le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent, mais la tangente, ça peut être autre chose aussi. Autrement dit, si je vais ici évaluer la tangente au sommet A, oui, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Mais ce n'est pas que ça. Je peux le définir en termes du sinus et du cosinus. Je peux dire que la tangente au sommet A, c'est le sinus au sommet A sur le cosinus au sommet A. Alors ça va être une définition qui va être vraiment très intéressante. Et je peux vous le démontrer assez aisément. Alors, je vais compléter mon triangle ici. Alors, la tangente au sommet A, mais si je dis que c'est le sinus de A sur le cosinus de A, dans le fond, je me dis que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse divisé par le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et là, par division de fraction, c'est A sur C fois C sur B. Il y a simplification, ça donne A sur B. Alors, A sur B, qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est le côté opposé sur le côté adjacent.
Alors, nous, ce qu'on va retenir de ça, c'est qu'on va très, très, très souvent utiliser dans ce chapitre-là que la tangente, c'est le rapport du sinus sur le cosinus au même angle. Et on pourrait peut-être faire un petit exemple numérique super simple. Donc, par exemple, ça, c'est peut-être pas la peine de le noter, là, mais on pourrait se faire un petit exemple numérique très, très, très rapide pour se convaincre que c'est vrai. Prenons un angle quelconque. Donc, par exemple, prenons la tangente de 21 degrés, par exemple. Bien, normalement, ce rapport-là, c'est la même chose que si je fais le sinus de 21 degrés sur le cosinus de 21 degrés. Et je vais aller vérifier avec ma calculatrice que c'est vrai, que c'est bien vrai. Donc, je m'en viens ici. Alors, tangente de 21, ça me donne ici, de 21 ici, ça me donne à droite 0,3864035. Bon, si je m'en vais plutôt faire le rapport entre le sin de 21 sur, oups, il manque le 1, sur le cos de 21, ben on voit du côté droit que ça donne exactement le même rapport, 0,3838 à peu près. Alors, c'est pas une démonstration formelle, mais ça nous confirme que cette propriété-là, que cette définition-là, elle est vraie. Alors, la tangente, c'est le sinus sur le cosinus, évidemment, du même angle. Ici, le petit encadré qui était là, donc on revient là où on était. Si la tangente, c'est le sinus sur le cosinus, alors la cotangente, qui est le rapport opposé de la tangente, ça va être le cos sur le sin. Donc, ça va être le cosinus de C sur le sinus au sommet C. C'est le rapport inverse, c'est tout à fait normal. Attention à la notation et à l'exposant -1. Alors, ça, c'est quand même très important parce que l'exposant -1, ça peut être une source de confusion. Pour vous expliquer un petit peu le sens de ce attention-là, je vais, moi, me baser sur le rapport coséquente, qui est le rapport inverse du sinus. Alors, l'exposant -1 peut être source de confusion, comme je vous le disais. Dans un rapport inverse, qu'est-ce que c'est qu'une coséquente? Alors, quand j'appuie sur mon iPad, ça zoome, c'est un peu étrange. Alors, la coséquente au sommet, bon, je vais mettre, mettons, sommet A, par exemple. On dit que c'est le rapport inverse du sinus au même sommet. C'est la définition de la coséquente. Et nous sommes maintenant pas mal solides en exponentielle, parce que c'est un chapitre qu'on a déjà vu. On sait que quand on veut inverser une puissance, on change le signe de l'exposant. Alors ça serait l'équivalent du sinus de A, tout ça à la -1. OK? Donc ça, c'est vrai. La coséquente au sommet A, c'est l'inverse du sinus, donc c'est le sinus de A, tout ça à la -1. Ça, c'est une des lois des exposants qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est la touche sin-1 de la calculatrice? Alors ça, c'était, en secondaire 4, ce que vous utilisiez pour retrouver un angle quand vous connaissiez le rapport. Hein? Effectivement, si je fais, par exemple, le sinus de 30 degrés, OK, alors, bon, on sait que ça donne 1/2, mais quand même, ici. Alors, je vais effacer tout ça. Si je fais le sinus de 30 degrés, on voit ici à droite que ça donne 1/2. Bon, alors, sinus de 30 degrés, ça fait 1/2, ou 0,5. Et en secondaire 4, quand vous connaissiez le rapport et que vous cherchiez l'angle, vous faisiez sin-1. Alors, effectivement, si je fais sin-1 de 0,5, ça vous donnait l'angle, qui était ici, dans le cas, 30 degrés. On va le vérifier avec la calculatrice juste pour être certain. Donc, je m'en viens ici, sin-1, et j'écris
0,5 et on voit du côté droit que ça me donne 30 degrés. Donc ça, c'était le rapport sin-1 qui donnait 30 degrés. Donc vous voyez que le moins 1 qui est ici n'a rien à voir avec le moins 1 qui est là. Okay? Alors, qu'est-ce que c'est que sin-1? Sin-1, c'est la réciproque de sinus. Okay? Donc, là, je vous ramène un petit peu au chapitre de fonctions réelles. Okay? Alors, vous avez un ensemble qui contient des angles. Par exemple, un angle de 30 degrés. Si tu lui appliques le sinus, ça donne ici, dans l'ensemble des rapports, un rapport qui est dans ce cas-ci 0,5 ou 1,5. Ben, la touche sin-1, c'est la touche où tu prends le rapport et tu retrouves l'angle. Alors, sin-1, c'est comme ça, là. Alors, ça, c'est sin-1. Alors, la touche de calculatrice sin-1, c'est la réciproque. Ça n'a rien à voir avec le rapport inverse coséquente. C'est vraiment, vraiment important de garder ça en tête parce que ce sont deux choses complètement différentes. Maintenant, les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, ils sont tous constants. Okay? Autrement dit, je saute du coq à l'âne un peu, je vais retourner à la page précédente. Le haut de la page ici, en classe, habituellement, c'est par là que je commence. Mais là, j'ai commencé ma capsule un peu dans l'autre ordre, mais c'est pas bien grave. C'est que les rapports trigonométriques, ce sont des définitions, et peu importe le triangle dans lequel on travaille, tous les rapports trigonométriques sont constants. Okay? Et je voudrais prendre 30 secondes pour vous expliquer ça avant de faire un ou deux exercices. Alors, rappel, définition des rapports trigonométriques de base. Des figures semblables sont des figures dont les mesures des côtés homologues sont... Alors, les figures dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Et dont les angles homologues ont la même mesure. Et pourquoi je vous parle de figures semblables et de triangles semblables? Ben c'est à cause de la similitude que les rapports sont les mêmes dans tous les triangles pour un angle donné. Okay? Alors, je vous ai mis une petite construction géométrique ici. Donc, 3 triangles rectangles qui ont, dans le fond, le sommet A en commun. Donc, le petit triangle ABC, il est rectangle en C. Le moyen triangle ADE, qui est rectangle en E. Et le grand triangle AFG, rectangle en G. Ces 3 triangles-là sont semblables. Donc là, je suis rendu ici. Le triangle ABC est semblable à ADE, qui est semblable à AFG, par le cas de similitude AA. Ces 3 triangles-là sont des triangles rectangles, donc ils ont tous un angle droit, et ils partagent tous un sommet, qui est le sommet A. Bon, alors, on pourrait nommer les mesures de segments. Alors, on dit ici, soit petit a, la mesure du segment BC, donc ici, petit a. B, la mesure de AC, donc petit b et lui, petit c. OK? Maintenant, je vous dis, dans le deuxième... Oups, je vais changer de couleur ici. Dans le triangle ADE,
on dit que le rapport de DE sur BC, donc DE sur BC, le rapport est de 2. Donc, ça veut dire que lui, il mesure 2A. AE, la base AE, va mesurer 2B. Et l'hypoténuse AD va mesurer 2C. Donc, le rapport de similitude est de 2 entre ces triangles-là. Et finalement, on dit que, tiens, je vais changer de couleur encore une fois, on dit que le rapport entre AG et AC est de pi. Bon, pi, c'est rien d'autre que 3,14. Alors, le grand triangle par rapport au petit serait 3,14 fois plus grand. Alors, AG, qui est la grande base ici, serait pi fois plus grande que la base AC qui mesure B. Alors, ça veut dire que la base AG, ça c'est mes enfants qui viennent de se réveiller de leur sieste, ça veut dire que la base AG va mesurer pi fois la petite base qui mesurait B. Le segment FG va être pi fois plus grande que le segment BC qui mesurait A, donc pi fois A. Et finalement, la grande hypoténuse AF va être pi fois plus grande que l'hypoténuse qui mesurait C. Bon, c'est bien beau toutes ces belles choses-là, mais quand on comprend que pour un angle donné, on a des triangles semblables qui peuvent être plus grands, plus petits, moyens. Donc ici, un petit triangle, mais qui est semblable à un moyen, qui est semblable à un plus grand. Ben, le rapport trigonométrique, par exemple sinus, va être constant, peu importe dans lequel triangle je me trouve. Alors, par exemple, si on prend le sinus au sommet A et qu'on est dans le petit triangle, ben, dans le petit triangle, c'est côté opposé sur hypoténuse, A sur C. Si on se place dans le triangle moyen, donc dans le triangle où les mesures sont en vert, ça va être côté opposé sur hypoténuse. Donc, ce serait 2A sur 2C. Et ça se simplifie. Les deux se simplifient et ça me redonne le même rapport A sur C. Et si je suis dans le grand triangle, côté opposé, pi fois A sur hypoténuse, pi fois C, bien encore une fois, mon rapport de similitude, pi, se simplifie et le rapport est encore une fois A sur C. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? C'est que peu importe les dimensions de ton triangle, pour un angle donné, le rapport, il est constant parce que les rapports de similitude, tous les rapports, tous les triangles rectangles qu'on pourrait construire avec ce même angle-là, les rapports de similitude se simplifient tout le temps. Alors, ta calculatrice, dans le fond, elle ne te demande pas quelles sont les dimensions des côtés parce que c'est basé sur la similitude des triangles. Donc, la calculatrice, elle a été programmée pour un premier triangle et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de savoir si on est dans un petit, moyen ou grand triangle parce que le rapport, il est le même pour tous les triangles rectangles qui possèdent un angle donné. Par exemple, celui-ci, si on lui donnait une valeur numérique, qu'on soit dans le petit, dans le moyen ou dans le grand triangle, le sinus aurait toujours la même valeur. Voilà, donc ça peut paraître très, très basique comme comment je pourrais dire ça, comme définition ou comme propriété ou comme constat, mais c'est super important de comprendre ça. C'est ça qui donne un sens à tout ce qui suit finalement. Alors, on va aller faire 2 ou 3 petits exercices avec les rapports trigonométriques et ce qu'on vient de présenter. Je m'en vais à la page 5 ici.
Alors, l'exercice qui est là, soit A et B, deux angles complémentaires. On se demande, sans calculatrice, est-ce que je pourrais, en A, découvrir la valeur du cosinus si je connais le sinus? Et ça, je vous rappelle que ça se fait sans calculatrice. Donc, ne pas utiliser la touche, c'est le moins 1. Alors, si le sinus de A vaut 3/4, ça veut dire que le côté opposé par rapport à l'hypoténuse serait dans le rapport 3/4. Alors, je peux dessiner, moi, un triangle qui ressemble à ça. Je pourrais dessiner, par exemple, un triangle rectangle, ici avec un sommet A, dont le côté opposé et l'hypoténuse seraient dans un rapport 3/4. Donc, 3 et 4. Est-ce que j'aurais pu mettre 6 et 8? Ben oui. J'aurais pu mettre 30 et 40? Ben oui. Le rapport de similitude se simplifie tout le temps. Et si je veux connaître le cosinus, ben ça va me prendre la valeur ou la mesure du côté adjacent au sommet A, pardon. Ben ça, je peux le trouver par Pythagore parce que je sais que c'est un triangle rectangle. On vous disait au départ que A et B étaient complémentaires. Donc, je vais mettre B ici et le sommet de l'angle droit, je vais l'appeler C. Alors, par Pythagore, je peux trouver la mesure de AC. Alors, la mesure du segment AC au carré plus 3 au carré va être égal à 4 au carré. Alors, la mesure du segment AC va être égale à 16 moins 9, ça fait 7. Donc, la racine de 7, c'est la mesure de AC en valeur exacte. Alors, la mesure de AC, racine de 7, et donc, le cosinus au sommet A vaut racine de 7 sur 4. Tout ça est basé sur le fait que la similitude des triangles amène des rapports constants. Le B, ben, si le sinus au sommet A vaut 3/5, alors que vaut la sécante de 90 moins A? Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de sécante de 90 moins A? Ben, tantôt, on a parlé que les angles A et B sont complémentaires. Donc, si les angles A et B sont complémentaires, mesure de l'angle A plus mesure de l'angle B donne 90 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est que 90 moins A? C'est la mesure de B. Autrement dit, mesure de l'angle B est égale à 90 degrés moins la mesure de l'angle A. Alors, ce qu'on veut, nous, savoir, c'est quelle est la valeur de la sécante au sommet B. C'est ça, finalement, qu'on nous demande. Bon, ben, faisons un petit dessin, encore une fois. Donc, le sinus de A vaut 3/5. Alors, même chose. Faisons un petit triangle rectangle, ici, comme ça. J'ai mon angle droit, je vais l'appeler sommet C. Je vais mettre A ici et B là. Le sinus de A vaut 3/5, donc côté opposé sur l'hypoténuse et dans le rapport 3/5. Et là, nous, avant de sauter dans Pythagore, tout ça pour trouver la mesure de AC, il faudrait d'abord se demander est-ce que c'est nécessaire de trouver la mesure de AC. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la sécante au sommet B. Alors, la sécante au sommet B, rappelons-nous ce qu'on avait vu 2 pages avant. La sécante, c'est l'inverse du cos au même sommet ou du même angle. Alors, la sécante au sommet B, ça va être 1 sur cos de B. Alors, sécante au sommet B, ça va être 1 sur cos de B. Alors, je m'en vais au sommet B, et le rapport inverse du cosinus, c'est hypoténuse
Suradjacent, 5 tiers. C'est donc la séquente de B ou la séquente de 90 moins A. C'est 5 tiers. Et je ne ferai pas les 4 autres exercices. Je vais vous les laisser. Et si vous voulez avoir les réponses à ces exercices-là, je vous invite à aller sur mon site, voir dans le corrigé des notes pour aller consulter les solutions. Et j'espère que cette capsule d'introduction vous a aidé.